Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous aussi un commentaire. Amarashi n'avait pas prévu que Seiji changerait d'avis. Il était toujours le même homme qui l'avait sauvé d'une tempête et lui avait offert un abri quand elle n'en avait pas. Mais ces derniers temps, entre les réunions du conseil d'administration et les visites sur le campus, la façon dont son regard s'attardait sur elle lui donnait un vertige inhabituel. Un matin, dans la salle de conférence de la fondation, elle venait de présenter un projet de camionnette de santé maternelle dans les zones rurales de Lagos. Alors qu'elle levait les yeux de la dernière diapositive, Seiji applaudit le premier, son regard non seulement approbateur, mais fier. Ce regard cachait quelque chose de plus profond. Elle le ressentit à nouveau plus tard dans la soirée lorsqu'il lui tendit la couverture oubliée d'Alice sur son bureau. Leurs doigts se frôlèrent, et aucun d'eux ne bougea assez vite pour faire semblant de ne pas l'avoir remarqué. Amarashi retira d'abord sa main, s'éclaircissant rapidement la gorge. « Merci » dit-elle en essayant de garder son calme. Seiji hocha simplement la tête et s'éloigna, mais son silence en disait long. Ce n'étaient pas des moments dont elle pouvait parler à qui que ce soit, ni à Ngozi, ni à ses amis d'université, ni même à elle-même. Elle avait travaillé trop dur pour en arriver là. Tomber amoureuse, ou quoi que ce soit qu'elle craignait de voir s'insinuer, ne faisait pas partie de ses plans. La nuit, elle rejouait leurs interactions comme s'il s'agissait d'énigmes, l'étincelle dans ses yeux quand Samuel l'entraînait dans une bataille d'oreillers, la façon dont il s'arrêtait plus longtemps que nécessaire à la porte de son bureau, ou la façon dont il semblait toujours se souvenir si elle avait mangé. Ce n'était pas du flirt, c'était une attention subtile et attentionnée, le genre qui lui donnait l'impression d'être vu sans être exposé. Et cela l'effrayait. Amarashi avait bâti sa nouvelle vie avec l'acier et le feu, brique après brique, dans la douleur. Mais maintenant, chaque fois que Seiji lui souriait comme si elle était plus qu'un membre du personnel ou une amie, un petit morceau de ce mur fondait. Le campus bouillonnait d'énergie ce vendredi après-midi, les étudiants se préparant aux examens de mi-semestre et à une journée culturelle à venir. Amarashi avait passé la journée à courir entre les cours et la logistique de la fondation, s'arrêtant à peine pour reprendre son souffle. Lorsqu'elle sortit de la bibliothèque, son sac en équilibre sur les collations d'Alice, sa sandale se tordit et sa cheville céda sur une fissure du trottoir. La chute fut brutale. Ses genoux raclèrent le sol et son sac se renversa, éparpillant ses notes. Plusieurs étudiants passèrent sans s'arrêter, certains lui lançant un regard de pitié. Elle grimaça en essayant de se relever, mais la douleur à sa cheville était vive. Elle chercha son téléphone et composa le numéro de la personne qu'elle hésitait à appeler, mais qu'elle devait absolument appeler. « Seiji » dit-elle faiblement lorsqu'il répondit, « Je suis tombé, près du bloc scientifique. » 15 minutes plus tard, son SUV arriva comme une ambulance. Il sauta de la voiture, le visage marqué par l'inquiétude, et se précipita à ses côtés. « Pourquoi n'as-tu pas appelé plus tôt ?» dit-il en la soulevant doucement dans la voiture. « Je ne voulais pas t'inquiéter, » répondit-elle. Il la regarda alors, la mâchoire serrée et les sourcils froncés. « Je m'inquiète toujours pour toi. » Ils roulèrent en silence jusqu'à une clinique proche, où on lui banda la cheville et on lui administra des analgésiques. Plus tard dans la soirée, de retour chez elle, il resta pour s'assurer qu'elle était à l'aise. Une fois Alice bordée, ils s'assirent ensemble dans le salon faiblement éclairé. « Tu devrais te reposer, » dit-il, mais aucun des deux ne bougea. La pièce contenait quelque chose de fragile entre eux. Amarashi le regarda et demanda doucement. « Pourquoi es-tu venu si vite ?» Seiji hésita, puis murmura. « Je ne supportais pas l'idée que tu sois blessé. » Et bien que rien d'autre ne fût dit, leur silence les enveloppa comme la première brise avant l'orage. Seiji avait toujours divisé ses émotions en compartiments bien ordonnés. Les affaires dans l'un, la paternité dans l'autre, le chagrin replié et caché dans un troisième. L'amour, pensait-il, avait été enterré avec sa femme. Mais ce soir-là, assis sur le canapé d'Amarashi, il la regardait boiter légèrement en allant chercher de l'eau, et quelque chose en lui se déchaîna. « Tu ne devrais pas rester debout, » dit-il en se levant vivement pour prendre la bouilloire. « Je vais bien, » répondit-elle. Mais ils savaient tous les deux qu'elle ne l'était pas. Tandis qu'il lui versait du thé et se rasseyait, elle le stabilisa. « Pourquoi es-tu si prudent avec moi ?» demanda-t-elle. Il détourna le regard. « Parce que si je me laissais tomber, je ne saurais peut-être pas comment me relever. » Le visage d'Amarashi s'adoucit. « Ce n'est pas de la peur. C'est de l'honnêteté. »
C.J. Sapira. J'ai bâti un empire, Amarashi. J'ai dû faire face à des conflits de conseils d'administration, à des procès et à des sabotages politiques. Mais aimer à nouveau quelqu'un, ça me terrifie. Parce que la dernière fois, j'ai tout perdu. Amarashi lui prit la main, brièvement, ses doigts effleurant ses jointures. Je ne te demande pas de m'aimer, dit-elle doucement. Je te demande de ne pas fuir. Ces paroles résonnèrent plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Ils restèrent tous deux assis dans le silence qui suivit, chacun hanté par des fantômes différents, sa femme, son passé. Je te vois, continua-t-elle. Ni le milliardaire, ni le héros. Juste toi. Et si ça t'effraie, alors on est déjà dans le pétrin. C.J. la regarda, les yeux vitreux. Tu me fais peur parce que tu me rappelles ce que j'ai encore à perdre. Elle sourit doucement. Alors, ne perds pas courage. Cette nuit-là, ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne se touchèrent plus. Mais une porte s'était ouverte, et aucun d'eux ne fit un geste pour la fermer. Ils revenaient tout juste d'une réunion de fondation tard dans la soirée. Une école avait demandé des kits menstruels et Amarashi était resté pour superviser les préparatifs. C.J. avait insisté pour la raccompagner chez elle. La route était calme, juste le bourdonnement de la circulation et la faible musique gospel d'une boutique en bord de route. À l'intérieur de la voiture, l'air était lourd de non-dits. Amarashi le regarda. Il avait l'air fatigué mais paisible. « Merci, dit-elle soudain, d'être toujours là. C.J. sourit faiblement. Je ne sais pas comment m'arrêter. Lorsqu'ils se sont arrêtés devant sa maison, aucun des deux n'a fait un geste pour sortir. Leurs regards se sont croisés. Et pendant un long moment, le monde ralentit. Amarashi se pencha d'abord, puis marqua une pause. « On ne devrait pas, murmura-t-elle. C.J. tendit la main par-dessus la console et effleura sa joue. Mais nous en avons envie. Leurs lèvres se rencontrèrent lentement, hésitantes d'abord, puis affamées par toute l'émotion qu'elles avaient trop longtemps refoulée. C'était un baiser au goût d'hésitation et de désir, de « et si » et de finale. Lorsqu'ils s'éloignèrent, tous deux étaient essoufflés. Amarashi détourna le visage, les joues rouges. « Ça change les choses, dit-elle. » C.J. hocha la tête. « Oui, c'est vrai. » Il n'essaya pas de l'embrasser à nouveau, ne la pressa pas. « J'y vais, dit-il avant de sortir dans la nuit. Amarashi resta assise dans le silence de la voiture, les doigts sur les lèvres, le cœur battant. Elle n'était pas prête pour l'amour. Mais elle ne le fuyait plus non plus. Et c'était un début qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais dont ils avaient tous deux besoin. Ngozi est arrivé sans prévenir dimanche, armé de poissons fumés, d'huile de palme et de son instinct maternel. Elle a trouvé Amarashi dans une ample robe en pagne, Alissa sur la hanche, fredonnant un chant de louange dans la cuisine. « Tu es radiose, a dit Nothien Santun Sorfil. Dis-moi, comment s'appelle-t-il » Amarashi rit nerveusement. « Ma tante, s'il te plaît. » Mais Ngozi la fit asseoir et lui versa un verre d'eau. « Tu es amoureux ? Je le vois. Mais n'oublie pas le monde dans lequel nous vivons. Les hommes comme C.J. aiment peut-être, mais ils ne choisissent pas toujours l'amour quand le pouvoir est en jeu. » Amarashi écoutait en silence, sachant que sa tante ne parlait pas par amertume, mais par blessure que le temps n'avait pas effacée. « Il n'est pas comme les autres » dit Amarashi. Ngozi hocha lentement la tête. « Peut-être, mais protège ton cœur quand même. » Cette nuit-là, Amarashi était assis sur son balcon, tandis qu'Alissa dormait à l'intérieur, repensant aux paroles de Ngozi. Elle savait que ce qui se tramait entre elle et C.J. n'était pas ordinaire, c'était complexe, profond, vivant. Et elle savait aussi que cela ne survivrait pas dans l'obscurité. S'ils voulaient avancer, ils devraient révéler leur vérité au grand jour. Sa peur n'était pas seulement de le perdre, mais de se perdre elle-même. Et c'était un risque qu'elle n'avait pas encore calculé. Mais tandis qu'elle contemplait la nuit de la gosse, ses doigts effleuraient délicatement le bracelet en argent que C.J. lui avait offert, juste parce qu'elle réalisait qu'elle avait déjà commencé à le choisir. Et peut-être, juste peut-être, la choisissait-il aussi. Les jours qui suivirent furent délicats, suspendus dans un silence que seules deux personnes cherchant à explorer quelque chose de sacré pouvaient comprendre. C.J. et Amarashi ne définissaient rien, mais sa présence plus fréquente à la fondation, même à des réunions qu'il aurait normalement manquées, suscita la curiosité de leurs collègues. Leurs conversations s'approfondirent, passant des projets politiques à la poésie, en passant par la famille et le souvenir douloureux. Ils commencèrent à dîner tard, sans rendez-vous,
se contentant de longues réunions de travail qui se transformaient en rires discrets et en adieux doux et sereins. Amarashi trouvait parfois un bouquet sur le pas de sa porte, non pas des roses ou des orchidées, mais des zinnias, ce qu'elle cueillait autrefois derrière son foyer de lycée. Un jour, il lui apporta du maïs grillé et de la noix de coco, encore chaud. « Je l'ai vu et j'ai pensé à toi », dit-il. C'était le genre d'affection qui ne s'accompagne pas de déclarations, mais d'attention. Pourtant, ils ont gardé le secret. Non pas par honte, mais parce que le monde n'était pas prêt. Seiji était encore un philanthrope de renom, fils d'un chef traditionnel, et Amarashi, bien qu'épanoui, était encore accablé par le récit de la jeune fille sauvée. Ils se déplaçaient comme des ombres quand il le fallait. Un contact volé lors d'une visite de chantier. Un SMS à minuit. Sur le campus, elle ne parlait jamais de lui. À la fondation, leur regard était bref, mais chargé de sens. À la maison, Adalisa avait commencé à dire « Seiji ». En riant, tandis que Samuel était de plus en plus curieux de savoir pourquoi son père s'habillait mieux le week-end. Amarashi restait parfois éveillée la nuit, se demandant si elle allait connaître un nouveau chagrin d'amour ou ce genre d'amour rare qui construit quelque chose de durable. Elle n'en avait rien dit à Ngozi. Pas encore. Quoi qu'il en soit, cela semblait trop fragile pour être expliqué, trop réel pour être précipité. Les médias ont compris plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Tout a commencé par des photos floues, où Amarashi montait dans la voiture de Seiji après une action de sensibilisation tardive, puis une autre où ils riaient ensemble lors d'une foire de la santé. Le conte de fées d'Obezé, vendeur de fruits. Y a-t-il autre chose? Le titre demandait. Le billet de blog était truffé de spéculations, suggérant qu'elle l'avait séduit pour le pouvoir, ou pire, qu'il avait manipulé ses yeux pour des raisons d'optique. L'équipe média de la fondation s'est immédiatement mobilisée, mais les rumeurs avaient déjà commencé. À l'université, les filles la regardaient avec mépris en classe, et les professeurs laissaient subtilement entendre qu'elle était distraite par ses études. À la fondation, quelques membres du personnel se refroidissaient à nouveau, leur respect peu à peu remplacé par un ressentiment discret. Amarashi sentit le jugement s'épaissir comme une poussière d'harmattan, difficile à ignorer, impossible à dissiper. Seiji l'appela un soir à voix basse. « Tu veux que je fasse une déclaration ?» Elle hésita. « Et dire quoi? Que je suis ta quoi? Exactement ?» Il marqua une pause. « La femme à laquelle je tiens. » Profondément. Son silence à l'autre bout du fil en disait plus que des mots. « Laisse-moi gérer ça, » continua-t-il. « Mais ne te laisse jamais faire à cause d'eux. » Le lendemain, Seiji arriva à la fondation, plus serein que jamais. Lors d'une conférence de presse et d'une collecte de fonds pour une initiative d'eau potable, un journaliste a glissé une question. « Chef Obezé, les rumeurs sur vous et Amarashi Nagi sont-elles fondées? » CJ Asuri, imperturbable. Mademoiselle Nagi est l'une des femmes les plus brillantes avec lesquelles j'ai travaillé. Je ne répondrai pas au ragot, mais je dirai ceci. Si j'avais la chance d'être aimé par quelqu'un comme elle, je serais un homme meilleur. Le silence se fit dans la salle. Amarashi, qui regardait la diffusion en direct depuis son bureau, resta assise, stupéfaite, le cœur battant. Ce n'était pas du déni. C'était du courage. Ce samedi après-midi-là, le soleil projetait une douce lumière dorée sur la pelouse du domaine d'Obezé tandis que Samuel était assis seul sur la balançoire, se déplaçant doucement. Il était devenu plus silencieux ces dernières semaines, observant tout le monde, son père, Amarashi et même Adalisa, avec une acuité bien supérieure à ses 9 ans. Quand Seiji le rejoignit, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise en lin, Samuel ne leva pas les yeux. « Tu l'aimes bien, hein ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Seiji marqua une pause. « Je le veux. Vas-tu l'épouser ?» La question était trop directe, trop pure. Seiji soupira en se passant la main dans la barbe. « Cela te dérangerait-il » Samuel haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être. Elle est gentille. Et Adalisa est drôle. Mais et si elle remplaçait maman ?» Le cœur de Seiji se serra. Il s'agenouilla près de la balançoire. « Personne ne peut remplacer ta mère. Jamais. Mais l'amour ne nous enlève rien, Sami. Parfois, il nous ouvre les cœurs. » Samuel le regarda, les yeux brillants. « Si elle devient ta femme, qu'arrivera-t-il à toi et moi ?» Seiji le serra fort dans ses bras. « Tu seras toujours mon fils. Mon premier. Mon tout. Quoi qu'il arrive, ça n'y changera rien. » Plus tard dans la soirée, Seiji a parlé de cette conversation à Amarashi. Son expression était peinée. « Il a besoin de temps, dit-elle.
Nous sommes déjà en train de changer tout ce qu'il a connu. CJ hocha la tête. C'est pourquoi nous devons être honnêtes, avec lui, avec nous-mêmes. Je ne veux pas me précipiter. Je veux que ça marche. Pour nous tous. Amarashi lui prit la main, et pour la première fois depuis le début, leur amour ne semblait plus un secret. C'était comme une graine qui prenait racine, lentement, délibérément, vers quelque chose de plus profond que le désir. Une nuit, Amarashi resta éveillé, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus d'elle. Elle revenait tout juste de la fondation, où 2 donateurs avaient discrètement retiré leurs promesses de dons, invoquant des problèmes d'optique et de perception. À l'école, une rumeur circulait selon laquelle ses notes étaient truquées à cause de son affiliation avec CJ. C'était étouffant. Elle s'est redressée et a rédigé un message. « J'ai besoin d'espace pour respirer. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de trouver un équilibre avant de me noyer dans l'approbation publique. » Elle l'a envoyé à CJ sans le relire, puis a éteint son téléphone. Le lendemain, elle ne s'est pas présentée à la fondation. Elle n'a pas répondu aux appels. Elle n'a pas ouvert la porte quand il est passé en voiture. CJ est resté dehors, dans sa voiture, pendant plus d'1 heure, à fixer son portail, hésitant entre frapper et respecter sa limite. Il lui a fallu 3 jours avant de tendre la main. Sa voix était calme et ferme. « Je n'ai pas couru. J'ai marqué une pause. » CJ a répondu. « Je sais. » Et j'étais là, à attendre. Ils se sont rencontrés dans un restaurant tranquille ce soir-là. Amarashi m'a expliqué que le bruit la noyait, qu'elle craignait d'être définie par leur relation plutôt que par son travail. « Je t'aime, dit-elle, mais je m'aime aussi. Et j'ai trop lutté pour perdre mon identité. » CJ tendit la main par-dessus la table et la serra. « Alors on fera ça à votre façon. Sans pression. Pas d'affichage public. Juste nous. » Amarashi hocha la tête, les yeux humides. Ce soir-là, alors qu'il la ramenait chez elle, elle murmura « Tu m'as manqué. » Il sourit. « Je ne suis jamais parti. » La nuit était fraîche, et l'odeur des bananes plantains grillées d'un vendeur ambulant flottait dans l'air. CJ et Amarashi étaient assis côte à côte sur un toit surplombant la skyline Lego. Pas de garde, pas de chauffeur, pas d'horaire de réunion. Juste 2 personnes sans attente. Amarashi posa sa tête sur son épaule, inspirant profondément. « Je ne sais pas être amoureuse, dit-elle. « J'apprends, répondit CJ. Et parfois, j'échoue. » Elle rit doucement. « J'ai peur d'avoir besoin de toi. » Il lui prit la main. « Avoir besoin de quelqu'un ne fait pas de vous un faible. Cela signifie que vous êtes humain. » Ils parlent pendant des heures de leur enfance, du poids de leurs décisions, du genre de parents qu'ils voulaient être. À un moment donné, Amarashi se leva et l'attira vers elle. « J'en ai assez d'être forte toute seule. » dit-elle. Il hocha la tête. « Alors soyons forts ensemble. » Ce soir-là, sous les étoiles, loin des caméras et des critiques, ils s'embrassèrent à nouveau. Cette fois, plus lentement, plus profondément, sans hésitation. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas écrites. Pas de proposition, pas de grande déclaration. Juste la compréhension tacite que l'amour était enfin passé de la périphérie à l'essentiel. Et quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient côte à côte. L'invitation arriva pliée dans du papier cartonné ivoire, portant le sceau doré du gala annuel des donateurs de la Fondation Obezé. La signature de CJ figurait en bas, sous le nom d'Amarashi. Coprésentateur, pouvait-on y lire? Amarashi la fixa pendant des minutes, le souffle coupé entre fierté et panique. « Ce n'est plus une cachette, » lui avait dit CJ lorsqu'elle hésitait. « Tu es le visage de l'avenir que nous voulons construire. » Elle arriva ce soir-là vêtue d'une longue robe verte Akira aux broderies délicates et d'un gui assorti. Adalisa est restée à la maison avec Ngozi, et CJ la rejoint à la voiture, élégant dans son yubata bleu nuit. « Tu ressembles à tout ce que j'ai désiré et plus encore, » a-t-il murmuré. Et pour la première fois, ils sont entrés dans une pièce main dans la main. Les têtes se tournèrent. Des exclamations de surprise suivirent. Mais CJ ne broncha pas. Il l'a présentée à des politiciens, des PDG et des magnats des médias, non pas comme une employée, ni comme une invitée, mais comme sa partenaire. La soirée était surréaliste. Amarashi s'est exprimé avec éloquence lors de leur présentation commune, mettant en avant les projets d'expansion des cliniques SAF Mama. Elle a cité des données, raconté des histoires de femmes comme elle et captivé l'Assemblée par son authenticité. Elle n'a pas caché son passé. Au contraire, elle l'a intégré à la vision de la Fondation pour l'autonomisation mat. Renel,
Après la présentation, les applaudissements étaient polis, mais les murmures étaient plus forts. Elle est audacieuse, n'est-ce pas? Murmura un donateur. N'était-ce pas la vendeuse de fruits? Murmura un autre. Une femme s'est même approchée de CJ et lui a dit « Elle est belle, mais n'est-ce pas un peu controversé ?» CJ a souri et a répondu « Elle nourrissait 5000 personnes avec 2 pains et du poisson. » Mais cela n'a pas empêché un miracle. Amarachi a entendu quelques murmures, mais a gardé la tête haute. Ce soir-là, dans les bras de CJ sur la piste de danse, elle savait qu'elle ne reculait pas. Elle s'élevait. Une semaine après le gala, Amarachi accepta une courte interview avec une publication féminine populaire, exclusivement consacrée à la fondation promise par le responsable des relations publiques de CJ. Mais dès qu'elle entra dans le studio vitré, elle sentit le danger. L'intervieweuse, une femme aux traits anguleux et au sourire désarmant, la salua chaleureusement avant d'allumer les caméras et de prendre une voix plus froide. « Certains disent que vous êtes un arriviste. » commença-t-elle après quelques civilités. « Crois-tu que tomber amoureuse de l'homme qui t'a sauvé compromette ton indépendance ?» La gorge d'Amarachi s'assécha. Elle reprit son souffle. Tomber amoureuse n'était pas prévu. La vie était là. Tout le reste venait après. Mais l'intervieweur insistait. « As-tu dormi jusqu'à cette position à la fondation ?» La pièce se figea. Amarachi cligna des yeux, stupéfaite non seulement par la question, mais aussi par le venin qu'elle contenait. Elle se leva. Elle a retiré son micro. L'interview est terminée. Le caméraman a tenté de l'arrêter. Les gens veulent connaître la vérité. L'animateur l'interpella. Amarachi s'y retourna. Alors laissez-les vivre leur vie au lieu de courir après des phrases courtes. Elle a quitté le studio toute tremblante, mais sa fierté intacte. La vidéo, bien sûr, est devenue virale. Les extraits ont été montés hors contexte. Les gros titres ont crié à sa fuite et à son refus de la vérité. Mais sa force a aussi conquis les cœurs. Un nouveau hashtag est devenu tendance. Laissez Amarachi vivre. À la maison, CJ la tenait dans ses bras tandis qu'elle pleurait, non pas de regret, mais de rage. « Il ne me voit pas, dit-elle. Il voit un projet. Un conte de fées trop audacieux. » CJ l'embrassa sur le front. « Alors nous leur montrerons que ce conte de fées n'a pas besoin de leur permission pour se terminer en beauté. » À l'université, les pas autrefois fiers d'Amarachi devinrent prudents. Les regards la suivaient comme des ombres. Les étudiants chuchotaient à son passage. Un professeur s'est moqué d'elle subtilement lors d'un débat en classe sur la méritocratie. Certaines femmes n'ont pas besoin de notes. Elles ont des hommes puissants, ricana-t-il, les yeux rivés sur elle. Elle lutta pour retenir ses larmes, resta silencieuse pendant tout le cours, puis se précipita aux toilettes où elle s'effondra. Elle a appelé CJ ce soir-là, la voix tendue. « Je crois que je veux abandonner, » a-t-elle dit. « C'est trop. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis CJ dit « Rejoignez-moi dans 20 minutes devant votre auberge. » Lorsqu'elle sortit, sa voiture l'attendait. Mais il n'était pas seul. Ngozi était sur le siège passager et Samuel brandissait une banderole sur la vitre arrière sur laquelle on pouvait lire. « Amarachi, tu as survécu à pire. N'abandonne pas maintenant. » CJ la conduisit à l'amphithéâtre de l'université, où l'attendait un mini-forum surprise organisé par des dirigeants du syndicat étudiant, inspiré par sa résilience. « Tu es plus qu'un article de blog, » dit une fille. « Tu nous rappelles que les filles de Musin et Makoko peuvent encore compter. » Amarachi se tenait devant elle, clignant des yeux à travers ses larmes. Elle a parlé avec émotion de la pression, de la douleur et du prix à payer pour oser grandir. La salle a applaudi à tout rompre. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, CJ l'a regardé et lui a dit « Tu n'as plus à te battre seul. » Et Amarachi, lui serrant la main fermement, répondit « J'y crois enfin. » Le chef obésé, le père de CJ, arriva à l'improviste à Lagos avec sa suite. Homme majestueux d'une 60aine d'années, au regard perçant et à la voix puissante, il convoqua son fils à un dîner privé. Amarachi n'était pas invité, mais elle savait ce que cela signifiait. CJ revint plus tard dans la soirée, silencieux et renfermé. « Il pense que j'ai fait honte à la famille, » dit-il. « La fille d'un marchand de fruits n'est pas digne d'un obésé. » Amarachi baissa les yeux, les lèvres pincées. « Il n'a pas tort sur mon passé. » CJ leva le menton. « Il se trompe sur ta valeur. » Le lendemain, le chef obésé demanda à la voir en privé. Elle portait sa robe la plus simple et le salua avec un profond respect. « J'ai entendu dire que vous étiez têtu, » commença le chef,
les yeux plissés. Non, monsieur, répondit-elle. J'ai juste l'habitude de lutter pour exister. La conversation était tendue. Il posait des questions inquisitrices sur son éducation, son passé, ses intentions. Elle répondit calmement. Je ne suis pas ici pour prendre votre fils. Je suis ici parce qu'il a choisi de me voir. Il y eut un silence. Puis le chef se pencha en arrière. Vous avez du courage. Cela ne fait peut-être pas de vous un membre de la royauté, mais cela vous rend dangereux. Et je respecte cela. Amarachi ne s'attendait pas à une bénédiction. Elle n'en a pas reçu. Mais elle a gagné autre chose, de la reconnaissance. Quand Seiji lui a demandé comment ça s'était passé, elle a simplement répondu. Je ne me suis pas incliné. Mais je n'ai pas craqué non plus. Et pour Seiji, c'était plus que suffisant. Le sommet pour l'autonomisation des femmes de Lagos n'était pas censé être la scène d'Amarachi. Elle était simplement là pour représenter le programme SAF Mama. Mais lorsque l'oratrice principale est tombée malade, les organisateurs se sont tournés vers elle. S'il vous plaît, ont-ils supplié. Nous avons besoin d'une voix qui s'élève du feu. Amarachi hésita. Puis elle s'approcha, prit le micro et regarda la salle comble, composée de jeunes femmes, de décideurs politiques et de dirigeants d'entreprise. Je m'appelle Amarachi Naji, commença-t-elle. Autrefois, je vendais des ananas dans les embouteillages, le ventre gonflé et sans espoir. Aujourd'hui, je dirige des cliniques qui sauvent des mères de la mort. Qu'est-ce qui a changé? Un homme s'est arrêté. Mais surtout, j'ai choisi de ne pas m'arrêter. Sa voix s'éleva avec conviction. Je ne suis pas seulement la compagne de Seiji Obeze. Je suis la mère d'Adali, la nièce de Ngozi et la femme que j'étais destinée à devenir. Qu'il me traite de tous les noms. Laissez last Chuchiter. Mon histoire n'est pas un scandale. C'est une histoire de survie. La foule applaudit bruyamment. Plus tard dans la soirée, Seiji regarda la rediffusion sur son téléphone, les larmes aux yeux. Il ne l'appela pas. Il vient de m'envoyer un message. Tu n'es pas à moi. Tu es à mes côtés. Pour toujours. Amarachi sourit, fixa son téléphone et murmura, il est temps. Le jardin d'Ajigan aura désormais un autre aspect. Le manguier qui ombrageait autrefois la silhouette fatiguée d'Amarachi durant les jours difficiles se dressait désormais fièrement, arborant de nouvelles feuilles. Seiji avait demandé à Ngozi la permission d'organiser un petit déjeuner familial. Le repas était simple, des bananes plantains grillées, un ragoût de chèvre et la musique de la radio de Ngozi. Amarachi portait une robe simple et ses cheveux étaient noués dans un foulard ample. Elle était pieds nus, riant tandis qu'Adali courait entre elle et Samuel. Seiji se tenait en silence près du portail du jardin, l'observant, ses mouvements, son sourire, son absence de lustre pour briller. Il prit une profonde inspiration, fouilla dans sa poche et s'avança vers elle avec une détermination inébranlable. Elle se retourna à son approche. « Tu es silencieux ?» dit-elle. « Nerveux ?» Seiji sourit et s'agenouilla, lui tendant une simple bague en or. Pas de presse, pas de photographe, pas de grande scène. Juste toi et moi, là où ton histoire a recommencé. Amarachi en eut le souffle coupé. Ses mains volèrent vers ses lèvres. Seiji, continua-t-il, tu m'as montré à quoi ressemble l'amour sans attente. Tu as reconstruit ta vie sans oublier qui tu es. Je veux construire la suite avec toi. Ni en sauveur, ni en patron. Mais comme ton homme. Épouse-moi, Amarachi Naji. Le jardin s'immobilisa. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Ngozi laissa échapper un hoquet. Et Amarachi, les yeux pleins de larmes, hocha lentement la tête. Oui, 100 fois oui. Cette nuit-là, Amarachi était assis à côté de Seiji sur le balcon de sa maison, la tête de Seiji sur son épaule, tandis qu'ils observaient Alice endormie à travers le babyphone. J'ai dit oui, murmura-t-elle, mais j'ai besoin d'une promesse de ta part. Seiji se retourna, alerte. N'importe quoi. Elle leva les yeux vers lui, maintenant immobile. Laisse-moi finir mes études avant de nous marier. Laisse-moi être à tes côtés, pas en dessous de toi. Il n'a pas hésité. Je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Des mois supplémentaires à jongler entre la maternité, la fondation, la pression universitaire et l'opinion publique. Mais Amarachi s'était battu pour son autonomie. Elle ne voulait pas que son nom de famille soit sa seule réussite. Elle voulait obtenir son diplôme sous le nom d'Amarachi Naji avant de devenir Madame Obeze. Seiji la respectait plus que jamais à ce moment-là. On va commencer à planifier doucement. Et quand le moment sera venu,
on célébrera tout ce que tu es. Amarashi sourit, toucha sa joue et murmura « Merci de m'avoir aimé assez pour attendre ». Le lendemain matin, ils annoncèrent la nouvelle à l'équipe de la fondation. La plupart étaient ravis. Certains haussèrent les sourcils avec prudence. Mais Amarashi garda les pieds sur terre. Elle retourna dans ses amphithéâtres, ignora les paparazzis aux portes du campus et se plongea dans ses manuels. Quand ses camarades lui ont demandé si la rumeur était vraie, elle a simplement répondu oui. Mais j'écris encore ce chapitre. Et Lagos, toujours aussi bruyant, n'a pu s'empêcher de s'arrêter pour observer une femme qui avait choisi l'amour sans renoncer à ses rêves. Au milieu du semestre, les rumeurs du mariage imminent d'Obese se sont répandues sur les réseaux sociaux. Les stylistes spéculaient sur la tenue d'Amarashi. Les blogueurs ont déterré de vieilles photos de l'époque où elle vendait des fruits et les ont associées à des rendus glamour de robes de mariée imaginaires. La pression était étouffante. L'équipe de CJ recevait des appels de médias internationaux, mais il refusait toute interview. Ce n'est pas un spectacle, a-t-il déclaré un soir à Amarashi. C'est notre histoire. Pendant ce temps, Amarashi et Ngozi ont rencontré des organisateurs de mariage. Amarashi souhaitait un événement intime, ancré dans la tradition, avec une cérémonie Igbo à Enugu et une petite bénédiction à l'église à Lagos. Pas de palais, dit-elle fermement. Juste la maison, la nourriture et la famille. Mais tout le monde n'était pas enthousiaste. Samuel s'éloigna. Il parlait moins au dîner, se retirant souvent dans sa chambre. Un soir, Amarashi le trouva là, les yeux rivés sur une vieille photo de sa défunte mère. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules. « Si tu épouses papa, est-ce que ça veut dire que maman est partie pour toujours ?» Amarashi s'assit à côté de lui, passant un bras autour de ses petites épaules. « Ta maman fait toujours partie de cette famille. Je ne la remplacerai jamais. Mais j'espère être ton ami et quelqu'un sur qui tu pourras compter. » Il la regarda avec des yeux humides. « Les choses vont-elles changer ?» Elle hocha la tête. « Certaines choses, oui. Mais pas à quel point nous t'aimons tous. » Il n'a pas répondu. Mais plus tard dans la soirée, il a laissé un dessin sur son lit, un croquis d'elle, lui, Seiji et Adalisa se tenant la main sous un manguier. C'était tout ce dont elle avait besoin. Seiji était assis en face de Samuel sur la terrasse du jardin, tandis que le soleil couchant disparaissait sur Lagos. Il réclamait cette conversation depuis des jours, mais Samuel esquivait toujours la question. Finalement, un samedi après-midi, autour d'un verre de suya et de boisson maltais, le garçon s'est confié. « Je ne veux pas te perdre, » a-t-il dit doucement. « Quand maman est morte, il n'y avait que nous. Et si tu les aimais davantage ?» Seiji sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Sami, tu es la première personne que j'ai appris à aimer à nouveau. Je ne t'aime pas moins parce que j'aime Amarashi. Mon cœur ne s'est pas divisé, il a grandi. » Samuel baissa les yeux et piqua sa paille. « Serais-je toujours ton meilleur ami ?» Seiji hocha fermement la tête. « Toujours. » Puis Samuel posa la question que Seiji avait tant redoutée et espérée. « Puis-je l'appeler maman ?» Seiji posa une main sur le dos de son fils. « Tu peux l'appeler comme tu veux. Mais je sais qu'elle te considère déjà comme sien. » Ce soir-là, quand Amarashi a bordé Samuel, il n'a pas dit grand-chose, se contentant de la serrer plus fort que d'habitude. Et dans les jours qui suivirent, il commença à l'appeler tante-maman, un terme hybride qui fit rire tout le monde. Mais derrière la plaisanterie se cachait une forme de guérison. Les murs entre eux tombaient, remplacés par quelque chose de nouveau, la confiance. Et pour Seiji, c'était la véritable bénédiction de leur avenir. Pas seulement un mariage, mais une famille. C'était un dimanche matin tranquille. Seiji, en jogging et t-shirt, aidait Samuel à monter un château en Lego dans le salon, tandis qu'Amarashi préparait du porridge aux ignames dans la cuisine. Adalisa s'assit sur un tapis à proximité, babillant et applaudissant. Puis, soudain, elle se leva, chancelante mais droite, et se dandina vers Seiji. Tout le monde se figea. Seiji se retourna, stupéfait. Adalisa gloussa et tendit les bras vers lui. « Papa !» cria-t-il. Amarashi laissa tomber sa cuillère. Les yeux de Seiji s'embuèrent. « Vraiment ?» Samuel sourit. « Elle t'a appelé papa. » Adalisa rigola à nouveau. « Papa !» Debout. Seiji la prit dans ses bras, les yeux embués. « Tu ne sais même pas ce que ça veut dire ?» murmura-t-il. Mais il le savait. Amarashi aussi. Ce n'était pas qu'un mot, c'était un pont, une promesse,
la confirmation que le lien qu'il tissait était bien ancré. Amarachi s'approcha et les entoura de ses bras. « Tu as toujours été comme ça pour elle, dit-elle. Maintenant, elle lui donnait un nom. Seiji embrassa Adalisa sur la joue. Alors je le porterai avec honneur. Et à cet instant, leur famille leur parut plus réelle que jamais, non pas simplement un être construit, mais un être pleinement né. L'auditorium vibrait de fierté et de célébration alors que la cérémonie de remise des diplômes à l'université de Lagos atteignait son apogée. Amarachi était assise au milieu de la marée de diplômés, sa casquette soigneusement enfoncée sur son chignon torsadé, sa robe impeccablement repassée. Mais contrairement à beaucoup d'autres autour d'elle, elle portait plus que son poids académique. Elle portait une histoire de résilience, une vie autrefois mesurée au nombre de fruits qu'elle pouvait vendre avant midi. Aujourd'hui, elle n'avait pas abandonné ses études. Elle n'était pas la cible des tabloïds. Elle était diplômée avec mention. À l'appel de son nom, elle se tenait droite, les épaules carrées, et traversait la scène sous un tonnerre d'applaudissements. Son regard croisa celui de Seiji dans la foule. Il était debout, applaudissant fièrement. À ses côtés, Samuel et Adalisa agitaient des pancartes faites main sur lesquelles on pouvait lire « On t'aime, maman ». Docteur Amarachi Naji. Après la cérémonie, amis et inconnus lui ont demandé des photos. Les professeurs lui ont serré la main avec un profond respect. « Vous nous avez rendus fiers », a déclaré l'un d'eux. Seiji la retrouva à la porte de l'université, lui tendant un bouquet d'hibiscus blancs, la même fleur qui fleurissait autrefois devant la fenêtre de son enfance. « Tu l'as fait, murmura-t-il. Tu as terminé ce que le monde avait promis que tu ne commencerais jamais. » Amarachi cligna des yeux à travers ses larmes, souriant et se penchant dans ses bras. « Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour elle. » Elle regarda Adalisa, qui trottinait avec une toque miniature. Ce soir-là, entouré de sa famille, de ses collègues et de quelques invités aux larmes aux yeux, Seiji porta un toast. « À Amarachi, dit-il. Une femme qui ne s'est pas contentée de réécrire son histoire, elle l'a reconstruite de zéro, ligne par ligne. » Le tintement des vers résonnait de ce que chacun savait déjà, son nouveau chapitre ne commençait plus. Il était florissant. La route vers Enugu était sinueuse et verdoyante, les collines enveloppant le convoi comme les bras d'une mère. Amarachi n'y était pas retournée depuis des années, pas depuis la mort de ses parents. Mais elle revenait maintenant, non pas comme une enfant du malheur, mais comme une femme qui ramenait l'honneur au pays. Le village l'accueillit avec des chants, des exclamations et de la curiosité. Maintenant, la fille, ce genre de discours pour la télévision, c'est ça, demandèrent les femmes en se pressant autour d'elle. Elle sourit humblement, les mains tendues en signe de respect. Les rites traditionnels du mariage commencèrent ce week-end-là. Vêtue de perles de corail et d'une cape de velours, Amarachi s'agenouilla devant ses oncles et ses aînés. Seiji, en tenue Igbo, offrit des noix de cola et des boissons avec révérence. « Je cherche sa main, non pas comme celle d'un roi, » dit-il dans un Igbo fluide, mais comme celle d'un homme prêt à construire avec elle. La cérémonie était riche en couleurs et en culture, avec des tambours parlants, des jeunes filles dansantes et du vin de palme offert dans des calebasses sculptées. Adalisa fut portée sur le dos de Gozi, tandis que Samuel apprenait à saluer des deux mains comme les garçons du village. La famille de Seiji était également présente, sa mère chaleureuse, son père discret mais présent. Il y eut des moments de tension, notamment lors des échanges de salutations familiales. Mais la grâce d'Amarachi, sa force tranquille, adoucirent même les cœurs les plus sceptiques. Cette nuit-là, alors que la lune se levait sur la terre rouge, Seiji et Amarachi étaient assis devant la hutte où son père lui avait appris à écrire son nom. « Tu crois qu'il serait fier ?» demanda-t-elle. Seiji posa une main sur la sienne. Il serait stupéfait. Elle le regarda alors, dans le silence de la terre ancestrale, et murmura « Merci non seulement de m'aimer, mais aussi d'honorer mes origines. » 2 semaines seulement avant leur mariage, un scandale éclata. Un titre de tabloïd criait « La mariée d'Obézé liée à un ancien détenu, Seiji se fait-il avoir ?» L'article était truffé de mensonges, de textes fabriqués, d'images truquées de l'époque universitaire d'Amarachi et d'une prétendue source affirmant qu'elle avait comploté avec le père de son bébé pour piéger Seiji. L'engouement médiatique fut immédiat. Les blogs republièrent l'article. Les hashtags devinrent populaires. Le visage d'Amarachi a de nouveau fait le tour d'Internet, mais cette fois sous le signe de la trahison et des moqueries.
L'équipe juridique de CJ a remonté la piste jusqu'au contact média du sénateur Kumel. Il essaie de terminer ce qu'il a commencé, a déclaré CJ d'un ton sombre. Mais pas cette fois. CJ a convoqué une conférence de presse, non pas pour défendre Amarachi, mais pour révéler la vérité. À la tribune, à ses côtés, il a déclaré « Nous ne nous excuserons pas d'avoir trouvé l'amour dans le chaos. Amarachi n'est pas mon projet, elle est ma partenaire. Et aucune propagande ne pourra changer cela. » Amarachi, tremblante mais sereine, prit ensuite la parole. « Qu'il mente, qu'il se déforme. Mais quand je marcherai dans l'allée, ce ne sera pas la honte que je porterai, mais le poids de chaque fille qui pense que son passé disqualifie son avenir. » La salle était silencieuse. Ce jour-là, la presse ne s'est pas contentée de rapporter l'événement. Elle a écouté. Et pour une fois, le récit commença à changer, non pas par esbrouf, mais grâce à un courage trop indéniable pour être ignoré. L'église était modeste, nichée dans un léqui, la lumière du soleil perçant les vitraux comme une bénédiction silencieuse. Amarachi entra au bras de Gozi, vêtu d'une robe blanche ornée de dentelles délicates et de bordures dorées, son voile brodé de minuscules ignas. Elle marchait lentement, le sourire serein, les yeux rivés sur CJ, debout devant l'autel, élégant dans son ikbata crème aux accents corail rouge. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit la main comme si elle était sacrée. Les vœux étaient simples. « Dès que je t'ai vu dans la circulation, dit CJ, j'ai vu une femme qui méritait d'être vue pour toujours. » La voix d'Amarachi ne trembla qu'une seule fois. « Je n'aurais jamais imaginé trouver un tel amour, mais te voilà. Et me voilà. » Ni sauvée, ni refaite. Ils ont adoré. La réception était une célébration de leurs racines. Percussions live, chèvres rôties, rire sous des lumières scintillantes. Samuel a dansé avec Adalisa, la faisant tournoyer sous les acclamations des invités. Le père de CJ a finalement trinqué. Mon fils a fait un choix judicieux. Et aujourd'hui, nous avons une fille. Gozi a pleuré tout le temps. Amarachi dansait pieds nus, la joie au cœur, tenant la main de CJ tandis qu'il découpait un gâteau en forme de Lego, le coin de rue où ils s'étaient rencontrés. La danse finale était lente. Pas de caméra, pas de discours. Juste deux personnes se balançant de gratitude. Amarachi murmura « Je t'aime ». CJ répondit « De quoi vivre avec toi pour toujours ». Et ils s'embrassèrent, non pas comme des symboles, ni comme des gros titres, mais comme mari et femme. La maison était silencieuse. Un dimanche matin ensoleillé et calme. Adalisa coloriait dans un coin, Samuel assemblait son robot jouet, et Amarachi et CJ étaient assis sur le canapé en pyjama assorti, les mains entrelacées, regardant des vidéos personnelles du mariage. « On l'a fait, » dit Amarachi, la tête appuyée sur sa poitrine. « Nous avons survécu à la tempête. » CJ hocha la tête et construisit quelque chose de plus solide à chaque goutte. La sonnette retentit. Un livreur avec un colis adressé à Madame Amarachi, au baiser. Elle sourit, l'ouvrit et en sortit une réplique de panneau de rue, Aubezé Avenue, où l'amour se frayait un chemin à travers la circulation. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvèrent sur le panneau. CJ la tenait par derrière et elle sourit. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Amarachi se retourna, les yeux brillants. Que tout a commencé dans les embouteillages. Mais Dieu merci, on n'a pas continué à se croiser. Il l'a embrassée sur le front. « Non, nous nous sommes arrêtés. Nous avons choisi. » Et avec les rires d'Adalisa en fond sonore et le chant décalé de Samuel à la radio, Amarachi a compris que leur histoire n'était pas qu'un conte de fées. C'était une leçon. Parfois, les plus beaux voyages commencent dans les endroits les plus inattendus, comme sous un orage, à côté d'un marchand ambulant, dans les embouteillages de Lagos. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.